Eh bien, chers amis, c'est vraiment une très très grande joie de vous voir aussi nombreux. André, oui, je vois que Glinka fait recette. Que Glinka plus André Lischke, ça fait recette. C'est ça qui est bien. Alors d'abord, bienvenue ici dans nos locaux pour ceux qui viennent pour la première fois. Et ensuite, je voudrais donc remercier encore une fois André d'avoir accepté, malgré ses nombreuses obligations, de venir nous raconter ce qu'il va nous dire, et je ne vais pas déflorer le sujet. Après le mini-scoop de la dernière fois sur Beethoven, dont la Missa Solemnis était en fait produite pour la première fois mondialement à Saint-Pétersbourg et non pas à Vienne, comme on aurait pu croire. Et bien maintenant, nous rentrons dans le sujet, dans le vif du sujet de la musique russe. Russo-russe, on pourrait dire. Russo-russe, absolument. Qui sera prolongé la semaine prochaine par, en fait, aussi un sujet russo-russe, parce que c'est un débat qui n'est pas clos. Les occidentalistes et les slavophiles de la musique russe. Mais ça, c'est pas la prochaine fois encore. Non, la prochaine fois, c'est Dargomushki et Serov. Absolument. Les deux oubliés de la musique russe, et ensuite nous aurons les slavophiles et les occidentalistes de la musique russe, pour terminer par la création mondiale, encore une fois, de Boris Godunov, suivi pour les rescapés par le vers de l'amitié. Voilà. Donc vous savez que la semaine prochaine aura lieu la conférence suivante, donc sur les oubliés de la musique russe, et ensuite il y aura une semaine de répit, et ensuite 2 semaines de suite, encore une fois au mois de décembre, la dernière conférence ayant lieu le 18. Alors je rappelle quand même, juste avant de commencer, que vous pouvez également acheter les ouvrages d'André. Alors ils ne sont pas tous représentés là, on ne peut pas tous les acheter, mais il y en a un certain nombre ici, le guide de la musique russe, le guide de l'opéra russe, et un certain nombre d'ouvrages concernant des musiciens que vous pouvez acquérir et que vous pouvez éventuellement aussi commander, qu'on pourra vous obtenir pour la semaine prochaine peut-être. Voilà, je n'en dirai pas plus, et André, à toi. Et ne marche pas sur le fil. Bien. Voilà. Ah, dernière chose, merci. Alors, vous savez que ces conférences sont organisées par l'association des Amis d'Inca Press, et que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous soutenir de manière pérenne. Vous pouvez adhérer à l'association. Voilà. Donc, vous avez des bulletins d'inscription si vous le souhaitez. André, je ne dis pas. Merci. Bien, bah écoutez, oui, effectivement, Jacques Glinka fait recette. Alors que l'unique livre en français sur Glinka date de 1913, écrit par Dimitri Calvocoressi, qui a été un des grands slavisants et traducteur d'ailleurs de plusieurs livrets d'opéra russe en français. Mais pour ceux qui lisent l'anglais, il y a un très bon livre de David Brown, c'est un musicologue qui a écrit entre autres une grosse somme sur Tchaïkovski, Glinka, A Critical Study of His Life and Music. Et puis alors surtout, on a la chance d'avoir en traduction française les mémoires de Glinka. Alors, si j'ai en russe, les Zapiski, et ça a été traduit en français par Mikhail Glinka et la musique russe, avec un complément de lettres, un choix de lettres de Glinka. Et c'est vraiment, c'est une mine, c'est toute son autobiographie, il raconte... Sa formation, son voyage en Italie, en Allemagne, et puis donc comment est née l'idée d'écrire Ivan Soussanin, qui a été ensuite nommé la vie pour le tsar, et enfin tout son parcours sur fond donc de la civilisation, de la musique, de la littérature russe de cette époque. C'est lui qui a écrit ça. Oui, oui. En russe Zapiski, donc... Alors, Glinka, eh bien, vous lirez partout, c'est le père de la musique russe. Alors, il faut toujours se méfier des formules toutes faites. Bon, il n'est pas le premier compositeur russe, loin de là, mais il est peut-être le premier à vraiment avoir pris au sérieux la musique russe, et surtout ce qu'on pouvait faire de l'opéra russe en tant que thème porteur d'une civilisation.
Je dis, il n'a pas été le premier, parce que déjà, bon, sous Catherine II, il commençait à y avoir des petits opéras russes de Fomin, de Pashkevich, qui étaient des sortes de Singspiel à la russe, avec utilisation de thématisme populaire, mais c'était encore des opéras divertissants. Alors, peu avant Glinka, il y a un compositeur qui aurait mérité qu'on parle un petit peu de lui. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Alexei Verstovsky, qui a écrit un opéra qui a eu pas mal de retentissement, Le tombeau d'Askold, Askoldova Mogila. Donc il y a un enregistrement de ça, c'était créé en 1835, donc un an après la vie pour le tsar. Et c'est un ouvrage qui a eu un certain retentissement à son époque, mais qui avait encore la forme de l'opéra comique français ou du Singspiel allemand, c'est-à-dire alternance de musique et de beaucoup de textes parlés. Alors Glinka, donc, finalement, il est entré dans l'histoire de la musique avec deux opéras, donc Ivan Soussagne dans La vie pour le tsar et Ruslan et Ludmila, quelques pièces symphoniques, dont une célèbre Kamarinskaya, qui est une sorte de variation sur des thèmes populaires russes, un certain nombre de romances assez remarquables, un peu de musique de chambre, mais finalement un catalogue assez mince. Disons que c'est la qualité qui a prédominé sur la quantité. Effectivement, à travers deux opéras, eh bien, il a vraiment tracé deux des grandes lignes de force de l'opéra russe. Avec donc, Ivan Soussagne, les sujets historiques, c'est-à-dire la Russie à un moment crucial de son histoire, où se joue le devenir du peuple, de la nation, et où les destinées individuelles sont inséparables des destinées collectives. Et au cœur de ce type de situation, il y a toujours un homme, en général d'ailleurs à l'opéra, une voix de basse, qui peut être, en l'occurrence, un paysan, ça peut être un tsar, comme ce sera dans Boris Godunov, ça peut être un chef religieux, comme Dessifé dans Khavalchina, mais en général, voilà, les moments cruciaux du devenir d'un pays. Et en cela, vous savez que dans divers pays, divers compositeurs ont diversement réagi à ce pouvoir de l'histoire. Wagner, par exemple, n'a jamais utilisé de thème historique. Aucun événement du Saint-Empire romain germanique n'a trouvé sa place dans l'opéra allemand. Wagner considérait que seuls les mythes et les légendes ont une valeur absolue, parce qu'ils sont inscrits dans notre inconscient depuis l'aube des temps, alors que selon lui, l'histoire, d'abord, elle fait plus appel à la raison qu'à l'émotion, et puis elle est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'un événement historique, si important soit-il au moment donné, sera forcément relativisé par ce qui va suivre. Bon. Et bien, comme on sait, les Russes ont réagi complètement différemment. Ils ont mythopoétisé leurs événements historiques et leurs personnalités historiques. Avec aussi, dans une large mesure, donc un souci de l'authenticité, même si bien sûr les livrets d'opéra historiques d'opéra russe ne sont pas des chroniques historiques stricto sensu. Bon, il y a une partie romancée dans l'événementiel, mais ce qui est important, c'est que la signification, le poids donné aux événements et aux personnages dans l'opéra est vraiment équivalent à ce poids qu'il a eu dans l'histoire. Et puis pour compléter le panorama, en Italie, Giuseppe Verdi, qui est vraiment le chantre de l'unité italienne à une époque où l'Italie d'abord n'existait pas en tant qu'État, puisqu'elle était morcelée entre plusieurs dominations, l'autrichienne, la française, l'espagnole. Eh bien, dans un certain nombre d'opéras de Verdi, quel que soit le contexte de civilisation, on trouve un leitmotiv, vraiment une sorte d'idée obsessionnelle, le thème de la patrie perdue, la patrie menacée, agressée, envahie. Ben, le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est dans Nabucco, le cœur des esclaves, avec la phrase qui a fait pleurer toute l'Italie, « Oh mia patria si bella e perduta ». Donc vous voyez, chacun, les compositeurs qui ont été les porte-parole de leur nation en ce 19e siècle, ils ont réagi différemment donc, pour ce qui est du choix de leur sujet.
Et alors, pour l'opéra russe, ce qui est intéressant, c'est que si on met bout à bout les actions d'un certain nombre d'opéras russes, dans l'ordre chronologique, bien sûr, de l'histoire, non, pas dans l'ordre chronologique de leur composition, eh bien, on recouvre des pans entiers de l'histoire de la Russie. Et ça, Glinka, c'est vraiment celui qui a donné cette impulsion à ça. Parce que si on met bout à bout, la Pskovitaine de Rimsky-Korsakov à l'époque de l'annexion de la ville de Pskov à la Moscovie, ensuite Boris Godunov, puis la vie pour le tsar, c'est l'arrivée de la dynastie des Romanov. Ensuite, Khavanshchina, c'est la fin de l'ancienne Russie et l'avènement de la Russie de Pierre le Grand. Et puis, en passant un siècle, même au XXe siècle, Prokofiev écrit Vaina et Mir, guerre et paix, d'après Tolstoï. Et bien là aussi, il situe son pays à un moment crucial de son histoire, avec toujours ce qui était la grande phrase de Moussorgsky, le passé dans le présent. Donc l'histoire, un des grands thèmes, donc des lignes de force de l'opéra russe. Et le second, eh bien, avec Ruslan et Ludmila, donc second opéra de Glinka, les sujets féeriques, les sujets surnaturels, la bylina, c'est-à-dire la chanson de geste, souvent située dans un passé, une antiquité russe imaginaire, en l'occurrence c'est la ville de Kiev dans une Russie intemporelle. Mais quelquefois, la bylina peut aussi être tout à fait réaliste et donc s'en tenir vraiment à la stricte réalité. Ce sera le cas du prince Igor de Borodine. Mais d'ailleurs, Borodine a dédié son prince Igor à la mémoire de Glinka et de son Ruslan et Ludmila. Mais d'autres sujets, comme ça, épico-fantastiques, c'est Rimsky-Korsakov qui en sera le grand chantre. On aura Sadko, avec le monde sous-marin, Sadko qui descend chez le roi de la mer où il joue des gousses. Et puis on aura cette merveilleuse épopée. Un jour, j'aimerais beaucoup d'ailleurs faire une conférence là-dessus, sur la ville de Kitych, avec la ville qui disparaît dans le brouillard, et quand le brouillard se lève, la ville a disparu, mais son reflet reste visible dans l'eau du lac. Et aussi, alors donc, autre ligne de force à partir de Ruslan et Ludmila, eh bien, c'est Pouchkine dans l'opéra russe. On dit toujours, qu'est-ce qu'aurait été la littérature russe sans Pouchkine? Et qu'est-ce qu'aurait été l'opéra russe? Alors, je sais que les énumérations sont souvent fastidieuses, mais rien que pour vous donner une idée. Bon. Après Ruslan et Ludmila, on aura chez Dragomyrsky la Roussalka et le Convive de Pierre. On aura le Boris Godunov de Moussorgsky. On aura la triade de Tchaïkovski, Eugène Onegin, Mazeppa, d'après Poltava, et la Dame de Pique. La triade Rimsky-Korsakov, Mozart et Salieri, opéra à 2 personnages, baryton et ténor, le Comte du Tsar Sultan et le Coq d'Or. On aura alors, moins connu, César Cui, le festin pendant la peste. Rachmaninov, à l'écho, d'après les Tziganes, et le Chevalier Avare. Stravinsky, Mavre, d'après la petite maison de Colomne, et au XXe siècle, Arthur Lourier avec le mort de Pierre le Grand. Donc vous voyez que Pouchkine et l'opéra russe, vraiment c'est un univers. Il aurait été le plus grand pourvoyeur de sujets d'opéra, suivi par Gogol, qui en a fait aussi un certain nombre. Puis il y aura d'autres, Tolstoï, Dostoïevski, occasionnellement. Alors, Glinka, qui est-il? Mikhail Ivanovich Glinka, qui a vécu de 1804 à 1857. Donc pour le situer, donc, il a 5 ans de moins que Pouchkine, il a 5 ans de plus que Gogol, et il a 1 an de moins que Berlioz, qui est né en 1803, et qui le fera connaître en France. Alors bon, c'est un membre de la petite noblesse de la région de Smolensk. Petite noblesse, mais enfin assez fortunée quand même. Ses parents avaient un orchestre à la maison, comme ça se faisait chez les certains nobles qui entretenaient des orchestres, bien sûr des chorales, des orchestres privés. Il fait ses études au lycée des nobles de Saint-Pétersbourg,
où on donnait aussi des leçons de musique. Il apprend le piano, le violon, un peu les bases de la composition. Il aura entre autres, il prendra quelques cours avec ce pianiste-compositeur irlandais installé en Russie, John Field, qui est le créateur du nocturne romantique pour piano, un genre qui sera beaucoup ensuite pratiqué par Chopin. John Field, qui a été une personnalité assez marquante dans la vie musicale de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Entre autres, il a eu parmi ses élèves la mère de Léon Tolstoï. Et Tolstoï parle de lui dans Enfance et Adolescence. Donc Glinka commence par écrire quelques mélodies, un peu de musique de chambre, mais il est conscient qu'il a besoin d'avoir une formation professionnelle. Et en Russie, à cette époque, il n'y avait pas de conservatoire. On apprenait avec des maîtres étrangers de passage. Donc Glinka va partir au début des années 30 pour 3 ans en Italie. Il va se former au chant italien, il va écouter tous les grands chanteurs et cantatrices de l'époque. Il va rencontrer d'ailleurs une première fois Berlioz à Rome, et ensuite il va se perfectionner en Allemagne, à Berlin, avec un maître de l'écriture qui s'appelle Siegfried Dehn. Et là, vraiment, il apprend l'harmonie, le contrepoint, donc vraiment, il devient en possession d'un métier musical très solide. Alors, auparavant, en Italie, il a écrit quelques pièces de musique de chambre qu'il a éditées, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Et voilà ce qu'il en dit. En fait, c'est ça qui, paradoxalement, lui a donné envie d'écrire de la musique russe. Il dit... Je considère mes exercices de composition de cette période comme moins réussis. J'ai le plus grand mal à m'adapter à ce que les Italiens appellent sentimento brillante, c'est-à-dire l'état de bien-être que communique à l'organisme le bienfaisant soleil de midi. Nous autres, habitants du Nord, ne ressentons pas les choses de la même façon. Les impressions reçues ne nous touchent pas, ou alors nous remuent profondément l'âme. Nous sommes déchirés entre le rire et les larmes. Chez nous, l'amour, ce sentiment sublime fécondant l'univers, est toujours teinté de tristesse. Il ne fait pas de doute que nos chansons tristes sont originaires du Nord, ou reprennent peut-être également les traditions des Orientaux, dont le chant est tout aussi triste, même dans l'heureuse Andalousie. Toutes ces pièces que j'avais composées pour plaire aux Milanais, et qui avaient été assez bien éditées par Giovanni Ricordi, le grand éditeur de musique italien, me persuadèrent que je suivais une voie qui n'était pas la mienne, que je ne pouvais me faire italien. Le mal du pays m'amena progressivement à l'idée d'écrire en russe. Donc il rentre en Russie, et sur le conseil de Vassili Joukovski, voilà, il s'attaque à ce sujet de Ivan Soussanin, qui était d'ailleurs depuis un certain temps dans l'air du temps. Parce que, alors, c'est une chose intéressante, il y a eu déjà en 1815 un opéra, Ivan Soussanin, écrit par un compositeur d'origine italo-grecque installé à Saint-Pétersbourg, Katerino Kavos, qui était surtout un pourvoyeur de musique de ballet, mais qui a écrit donc un Ivan Soussanin dans le style quand même plutôt d'un opéra divertissant, avec un happy end, c'est-à-dire Soussanin finalement est sauvé in extremis. Et donc c'est un opéra qui a tenu la scène pendant un certain temps, mais quand Glinka a écrit le sien, donc en 1836, eh bien Kavos a eu une attitude qui est rare chez les musiciens. Il a tellement vu à quel point la musique de Glinka était supérieure à la sienne, qu'il a retiré son opéra du répertoire, et c'est lui qui a dirigé la création de La vie pour le tsar. Voilà. Alors aussi, en 1822, il y a eu le poème de Kondraty Ryleev, un des poètes décembristes, qui aura été d'ailleurs un des 5 pendus après la fameuse révolte des décembristes en décembre 1825. Il a écrit dans les Dooms et dans ses poèmes historiques, dans un texte très fort sur Ivan Soussanin. Bon, est-ce que tout le monde comprend le russe? Non. Non. Bon, je lis juste le début en russe, je traduirai.
Куда ты ведешь нас? Не видно низги. Сусанину с сердцем встречали враги. Où est-ce que tu nous emmènes? On n'y voit rien. S'écrièrent avec colère les ennemis à Сусанин. Мы вязнем и тонем в сугробинах снега. Нам знать не добраться с тобой до ночлега. Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути, но тем Михаила тебя не спасти. On s'embourbe dans les congères, on n'arrivera jamais à se trouver un point pour la nuit. Tu as certainement fait exprès de te tromper de chemin, mais c'est pas comme ça que tu sauveras Michail. Parce que bon, vous connaissez l'histoire donc qui est authentique. Un paysan du nom d'Ivan Susanin, du village de Domnino, dans la région de Kostroma, c'est-à-dire la région de la Volga, a refusé de conduire un détachement de Polonais qui était en Russie jusqu'au lieu de résidence du tsar Mikhail Fyodorovich, parce que les Polonais voulaient l'assassiner. Alors, d'après les faits historiques, les Polonais l'auraient torturé à mort et sans le faire parler. Et ensuite, l'histoire a inventé, mais là, ça fleure un peu son romantisme, qu'il les aurait emmenés de nuit dans une forêt impénétrable où il les aurait égarés avant de leur révéler son subterfuge et de se faire massacrer. Bon ça, le romantisme aime broder ce type de situation, mais l'authenticité est qu'effectivement, Susanin a été massacré et ses descendants ont eu d'ailleurs en partage la possession d'une partie de ce village de Domnino en reconnaissance donc par un document signé par Mikhail Fyodorovich. Et donc ça se termine par le «Злодеи!» — закричали враги, закипев. «Умрешь под мечами! Не страшен ваш гнев! Кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь, ни другов умру за царя и за Русь». Gredin, regarde les ennemis, tu mourras sous 2 épées. Je ne crains pas votre colère, quiconque est russe de cœur périra volontiers pour la vérité. Je ne crains pas la mort, et sans trembler, je mourrai pour le tsar et pour la Russie. И твердо Сусанин весь в язвах упал, снег чистый, чистейшая кровь обогрела, она для России спасла Михаила. Et Susanin tomba donc couvert de blessures, la neige pure a été rougie du sang le plus pur qui, pour la Russie, a sauvé Mikhail. Alors, donc, l'action de l'opéra, en fait, elle est assez simple. On est dans l'hiver 1612-1613, donc la Russie est encore envahie par les Polonais, mais une armée populaire, donc organisé par le prince Pajarski Kuzmamin, donc s'organise donc pour repousser les ennemis. On est au village de Domnino, et on voit arriver de loin un chœur donc de volontaires sur des thèmes populaires, et ensuite on voit Antonida, qui est la fille de Susanin, qui prépare son mariage avec Bogdan Sobinin, qui est un des volontaires, donc un des patriotes russes. Bon. Et Susanin dit, pour l'instant, pas question de mariage tant que l'ennemi est sur nos terres. Et puis, quand même, des partisans russes arrivent et annoncent la bonne nouvelle que vraiment l'armée russe a pris corps et que donc la victoire est proche. Bon. Au deuxième acte, c'est l'acte polonais, où il y a une grande partie dansée. Vous savez que, nécessairement, dans tout opéra, il fallait qu'il y ait une scène de ballet. Souvent au deuxième acte. Alors là, on a une polonaise, une cracovienne, une mazurka, et les Polonais déjà savourent d'avance leur victoire sur les Russes, mais on vient leur annoncer la mauvaise nouvelle que la victoire est pas si sûre que ça, et que donc les Russes sont en train de s'organiser. Ensuite, on est au village donc, de Domnino, donc on voit un personnage très émouvant, chanté par un rôle travestiste, un adolescent, Vanya, qui est le fils adoptif de Susanin. Sa mère a été assassinée et Susanin donc l'a adopté, donc et lui donc il est prêt aussi à partir au combat pour la Russie. Et puis donc on prépare les fiançailles de Antonida et de Sobinin.
Et voilà qu'arrive un détachement de Polonais. Que d'ailleurs Soussagne prend d'abord pour des invités venus donc à la noce. Et puis les Polonais commencent par menacer Soussagne, et puis finalement se disent que peut-être ce serait pas mal de le soudoyer. Et il montre un gros sac plein d'or, et Soussagne va faire semblant d'accepter, mais il a le temps de glisser à Vagne, il monte à cheval et galope vers le lieu de résidence du tsar pour l'avertir. Et pendant ce temps, donc, il va emmener effectivement les Polonais dans une forêt impénétrable. Alors on a un très bel air d'Antoni Dalla qui est une complainte. Ses compagnes pensent qu'elle se lamente parce qu'elle enterre sa vie de jeune fille, mais elle a très bien compris de quoi il s'agit. Elle sait très bien que son père va mourir. Et puis ensuite, c'est la grande scène dans la forêt. Les Polonais commencent à grommeler leur méfiance. Ils s'installent pour bivouaquer. Et là, on a Soussagne, donc seul, à l'écart, qui est dans un grand air, qui fait le bilan de son action. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on aura couramment dans les opéras russes. C'est le personnage emblématique, au moment crucial de son existence, lui aussi, donc, qui fait le bilan de sa vie. Et donc, il sait très bien que quand l'aube va se lever, il va être obligé d'avouer son subterfuge aux Polonais et il va se faire massacrer. Et c'est ce qui arrive, donc... il se fait tailler en pièces donc, par les Polonais. Alors que dans certaines mises en scène, on organisait quand même un happy end que au dernier instant, un détachement russe arrivait et le tirait d'affaire. Et puis ensuite, il y a l'épilogue sur la place rouge à Moscou, donc grande fête où l'on célèbre l'acte héroïque d'un paysan pour son tsar. Alors cet opéra, bien sûr, donc il a été créé en 1836 en présence de la famille impériale, de Nicolas Ier et donc toute sa famille. Et c'est effectivement à la suggestion du tsar que le titre a été changé. Le titre d'origine était Ivan Soussagne, et c'est visiblement, comme il dit, Glinka, qui était un fidèle sujet de son tsar, dit « J'ai obtenu l'autorisation de dédier mon opéra au souverain, et au lieu de Ivan Soussagne, il fut dénommé La vie pour le tsar ». L'opéra a très bien tenu la scène jusqu'à la Révolution. D'ailleurs, à partir de la construction du théâtre Mariinsky en 1859, chaque saison était inaugurée par une représentation de La vie pour le tsar. Mais alors, quoi d'après la Révolution ? Évidemment, disparu. Sauf que en 1939, quand même, Staline commence à comprendre que pour soulever l'esprit patriotique, la musique de Glinka est quand même pas si mal que ça. Mais seulement, vous voyez, il y a le tsar. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, un autre livret va être écrit. On reprend le titre d'origine, Ivan Soussagne, et un nouveau livret va être écrit par Sergei Gorodietsky, qui était un poète d'ailleurs assez connu, il faisait partie du groupe des acméistes, qui était proche de Goumilov et de Anna Akhmatova, mais qui après la Révolution s'est tout de suite mis du côté du nouveau régime. Alors il était très habile versificateur, il a traduit en russe, adapté à la musique, c'est quand même assez fort, les opéras de Fidelio de Beethoven et des maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner. Et donc en 1939, on crée avec donc ce nouveau livret où partout le tsar est remplacé par Minin. Bien sûr qu'il n'est question de la Russie, mais uniquement dans la défense de la patrie. On crée, sous les directions du chef d'orchestre Samuel Samosout, donc la nouvelle version de Ivan Soussagne. Depuis, je crois, depuis la perestroïka, on est revenu en Russie au livret original. Alors il faut bien dire que le livret d'origine, qui a été concocté par un certain baron Rosen, dont Glinka raconte une chose incroyable, que lui, il commençait par écrire de la musique, des airs qu'il imaginait, et Rosen adaptait ses vers sur la musique déjà écrite. Alors ça a paru assez curieux à certains compositeurs. Tchaïkovski a exprimé son scepticisme là-dessus. Il faut bien dire que du point de vue littéraire, le livret, il est nullissime.
Mais ce qui est aussi le cas pour beaucoup de livrets italiens et français de l'époque, parce que c'est pas des chefs-d'œuvre littéraires. C'est pour ça que Wagner a toujours voulu écrire ses livrets lui-même. Il n'a jamais fait appel à un librettiste. Les livrets de Wagner ne sont pas toujours des chefs-d'œuvre littéraires non plus, d'ailleurs. Enfin, donc voilà les avatars de la vie pour le tsar. Donc Glinka, en signe de reconnaissance, est nommé chef de chœur à la chapelle impériale de Saint-Pétersbourg. Et Nicolas Ier lui dit une chose. Glinka, je te confie mes chanteurs, mais je te demande, n'en fais pas des Italiens. Parce que, comme de plus en plus l'invasion de l'opéra italien en Russie, et visiblement Nicolas Ier tenait à ce qu'il y ait vraiment une identité russe dans le chant de la chapelle impériale. Alors donc, pendant tout le régime soviétique, on a enregistré Ivan Soussanin avec le livret de Gorodetsky, mais en Occident, il y a eu ça donc en 1957, sous la direction du chef d'orchestre Igor Markevitch et Boris Christophe, le grand chanteur bulgare, qui chante le rôle de Soussanin, magnifique, et le jeune Nikolai Gedda chante le rôle de Sobinin. Et puis c'est une belle cantatrice allemande, Teresa Stich-Randall, qui chante le rôle de Antonine. Elle a quelques problèmes avec la langue russe, mais enfin elle s'en sort. Et puis, et puis une très belle voix d'alto, une bulgare, Bougarinovic, qui chante le rôle de travesti de Vanya. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, un ancêtre de Igor Markevitch, Nikolai Markevitch, était un ami de Glinka, et il aura été un de ceux qui vont concocter, un peu à la vite fait, le livret de Ruslan et Ludmila, dont Pouchkine voulait faire l'adaptation. Pouchkine avait assisté à la création de La vie pour le tsar, il était admiratif, et il était prêt donc à adapter son poème en livret. Et puis, on était en hiver 1836-37 et Pouchkine meurt en duel au début de 1837. Donc, le scénario a été fait un peu à la va-vite. C'est pour ça que, en tant qu'œuvre constituant un tout, Ruslan et Ludmila est moins réussi. C'est une série surtout d'actes, de tableaux pas très bien reliés entre eux. Non, l'intérêt de Ruslan et Ludmila, c'est surtout un intérêt musical, parce qu'on a cet apport de l'exotisme pour la première fois dans la musique russe, avec des thèmes caucasiens. Donc il y a une évolution dans le langage musical depuis la vie pour le tsar jusqu'à Ruslan et Ludmila. Donc on va écouter des extraits de cet enregistrement d'Igor Markevitch. Il y a quelques coupures dans certaines longueurs, mais dans l'ensemble ça se tient très bien. Voici donc le chœur du début. Donc ce sont donc des partisans russes qui arrivent de loin, donc on a l'effet d'abord de lointain puis rapprochement. On commence à me faire des blagues. Unplugged, qu'est-ce qui se passe? J'en ai fait un, ça marche, tout à l'heure ça marchait. Attendez. Je rallume. Hello. Tout à l'heure ça marchait, j'avais fait un essai.
je sais pas. Enregistre les profs pour mettre ça. Hein? Attendez, j'éteins. Vous voulez que je jette un petit côté peut-être? Est-ce que vous avez vous n'avez pas le Bluetooth ici? Quoi le? De Bluetooth, parce que sinon je peux le trouver sur mon téléphone. Ah, Mâche, on a le Bluetooth ici. Enfin. La spécialiste Mâche. Technique. Ah mais c'est pour ça, c'est parce que vous avez mis source, input. Voilà. Ah. Il fallait changer là. Ah d'accord. Voilà. Et c'est le numéro combien? 1. Non, 2, numéro 2. Ouh, le feu grazou. Dans la tempête, dans l'orage. Страха не страшусь, je connais pas la peur. Plus fort. On entend bien au fond? Ça va. Mais ça va, ils se rapprochent là, ils arrivent. Musette populaire. Mode Miller. Mikhail Fyodorovitch. Voilà. Bon, j'arrête là parce que pas mal. Je crois que tu l'avais coupé. Naturellement, dans la version soviétique, il n'y a pas de Mikhail Fyodorovitch. Alors voilà, donc il y a le grand air de Antonine avec pas mal de vocalises. Comment?
Ah oui, ben, non, ben, en plus, vous savez, ce qui a encore corsé l'affaire, c'est qu'en 1941, lors d'un grand discours, Staline a énuméré comme ça, un peu au hasard, diverses personnalités de la culture russe. Et il a dit qu'entre autres que la Russie, c'était le pays de Glinka et de Tchaïkovski. Eh bien, évidemment, tout de suite, on a fait le forcing, l'édition scientifique de Glinka, mais oui. Et d'ailleurs, ben, ça a été... C'est de ça que parle la préface des Zapiski, c'est 1953, c'était encore avant la mort de Staline, dans un discours historique lors du Soviet de Moscou des députés avec les organisations des partis, le 6 novembre 1941, Iosif Vissarionovitch Staline, parlant de la grande nation russe et en mentionnant ses plus éminents représentants, a nommé le compositeur Mikhail Ivanovich Glinka. Bon, ben, donc voilà, tout est dit. Bon. Alors bon, heureusement, en Occident, Bartkiewicz et Boris Christophe n'avaient pas ce souci-là. Donc, voici donc Boris Christophe qui chante le rôle de Soussagne. Que Dieu nous apporte de meilleures nouvelles. Et donc les meilleures nouvelles vont être apportées donc par Bogdan Sabinin, donc chef du détachement russe, qui arrive donc et qui annonce la nouvelle que tout le peuple est en train de s'organiser contre l'envahisseur. Et là on a une formidable aussi interprétation de Nikolai Ged, qui a une trentaine d'années à l'époque, qui est vraiment tout feu tout flamme. С какою вестью пожаловал ты к нам?
Formidable interprétation. Bien, le cœur que le chef d'orchestre, vraiment, on sent qu'ils sont partis pour être vainqueurs. Alors, de l'acte central, de l'acte polonais, bon, je ne veux pas passer grand-chose, sauf peut-être une minute, la krakowiak, qui est une danse typiquement polonaise, avec un rythme de temps syncopé. Pam, 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 pam. Glinka, là, on entend, il écrit des thèmes tout à fait dans le style russe, mais il s'adapte tout aussi bien donc à la musique polonaise. Mais là aussi, il a tracé directement la voie pour le Boris Godunov de Mussorgsky, où il y aura aussi l'acte polonais avec une polonaise, et donc un style musical complètement différent du style des actes russes. La krakowiak 2.
Bon, etc., etc. Très bien fait, ça, je veux dire, comme musique de ballet, donc indispensable dans l'opéra. Le ballet a toujours été un petit peu le parent pauvre de l'opéra, jusqu'au moment où Tchaïkovski a pris les choses en main. Il a écrit des musiques de ballet vraiment dignes de ce nom. Alors, pour montrer à quel point Glinka a vraiment des ressources multiples, donc au début du troisième acte, on a Vanya, donc cet adolescent qui parle de sa destinée et qui parle donc de sa mère qui a été assassinée. Et là, Glinka a écrit une romance dans le style des romances sentimentales russes du début du 19e siècle, comme on entendait chez Alyabiev, Gourilov, Varlamov, c'est des petits maîtres qui ont écrit un répertoire qu'on appelle un peu du pseudo-folklore, qui garde certaines intonations, notamment des vocalises qui sont un petit peu empruntées au complaint russe, mais vous voyez que c'est vraiment tout à fait simple et assez émouvant justement de par sa simplicité. Так мать убили, малого птенца. Soussaïn qui intervient à un moment. Comme on dit qu'il peut le plus, peut le moins, Glinka peut brosser des grands tableaux épiques, elle a écrire une romance tout à fait simple. Alors je vois que, alors tournez que je voudrais quand même aussi vous passer des extraits de Rossane et Ludwig. Donc on va aller à la fin donc, de l'acte, écouter le grand air de Soussagne donc dans la forêt, donc Чуют правду, il présente la vérité. L'aube va se lever et ce sera l'heure du salut pour Mozart. Et puis, ah oui, c'est l'autre acte, l'autre disque. Christophe est aussi magnifique. C'était un grand russophile, Boris Christophe. Il a chanté tous les grands airs de base de l'opéra russe.
Dla cara. Prononce bien.
Fort. Alors, Glinka raconte dans ses mémoires que chose qui lui a fait une grande joie, c'est un article que Henri Mérimée, qui était le cousin de Prosper Mérimée, a publié dans la Revue de Paris. Donc il était à Moscou à ce moment-là. Et ce qu'il écrit, donc à propos de... Est-ce que c'est... Le texte en français ici, mais... J'aurais dû... sur la page. Ah, voilà. La vie pour le tsar de Monsieur Glinka est d'une originalité précieuse. Leur première œuvre d'art peut-être qui n'est rien imité. La science y revêt une forme si naïve et si populaire. C'est comme poème et musique un résumé si fidèle de tout ce que la Russie a souffert. Où nous as-tu conduit? Même des loups ne sont jamais fourvoyés. Même un corbeau n'a jamais apporté des ossements. Alors Glinka raconte dans ses mémoires que dans le quatrième acte, à la fin de La Forêt, les choristes qui interprétaient les Polonais attaquèrent Ossip Petrov, donc le chanteur, avec tant de rage qu'ils lui déchirèrent sa chemise et qu'il fut obligé de se défendre pour de bon. Oui, c'est un magnifique chanteur, Ossip Petrov, qui avait une double formation russe et italienne, et qui a été le créateur d'un grand nombre de rôles, notamment dans les opéras de Dargamilsky, et aussi celui de Varlam dans Boris Godunov. Alors là, bon, j'ai un peu moins de temps pour Ruslan et Ludmila. Bon, vous connaissez un peu, enfin, je pense un petit peu l'histoire. Donc, c'est le festin donc dans un Kiev imaginaire chez le prince Svetozar, donc qui est le père de Ludmila. Donc il y a le preux Ruslan, donc qui a été choisi pour être son époux, et il y a les deux amoureux et conduits, le scandinave Farlaf, qui est un fanfaron un peu comme ça caricaturé, et l'oriental Retmir, qui est un rôle travesti. Alors c'est un contralto qui est un indolent et un rêveur. Et alors l'acte commence par quelque chose qui a toujours émerveillé tous les compositeurs russes après, c'est Bayan, le fameux barde légendaire, avec les gousli. Alors la harpe et le piano dans l'orchestre qui imitent donc les gousli, cet ancien instrument, sorte de psaltère, de sitar, d'un panon. Dila davno minuvshich dnей, histoire de jours révolus depuis longtemps.
vieil enregistrement des années 50, 47, non, 47. Les chefs qui chantent Bayan. On retrouvera dans de nombreux opéras russes chez Rimsky-Korsakov, chez Baradine, ces imitations des goustes qui sont vraiment un peu l'instrument emblématique et très identitaire de ce Moyen-Âge russe, avec Bayan qui est bien sûr le symbole du chantre musicien qui a le don de clairvoyance qui annonce les événements qui vont donc se produire. Et donc, au plus fort du festin, tout d'un coup, les ténèbres se font et Ludmilla est enlevée par un mauvais génie, Tchernamor. Et tous les autres prétendants, bien sûr, vont ensuite se lancer à sa recherche. Alors voilà le moment de l'enlèvement. Donc, chœur nuptial. Лель таинственный. Rythme irrégulier typique des mélodies russes.
Alors là, pour ceux qui s'intéressent à la théorie musicale, attention, on entend les notes de trombone. Pam, 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 pam. La gamme par tons entiers. Ceux qui connaissent un petit peu les gammes majeures, mineures, si vous prenez, par exemple, les notes Do, Ré, Mi, ensuite vous passez Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do. Bon, là, c'est pris en sens inversé. Do, Sol dièse, Fa dièse, Mi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-ton. Tam, pam, 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 pam. C'est une gamme qui a été associée, pour des musiciens de cette époque, à tout ce qui était maléfique et inquiétant et insolite. Bon. J'avais promis de ne pas trop faire de théorie musicale. François, tu m'avais demandé. Bon. Alors, donc les trois, donc Ruslan et les deux autres prétendants sont partis à la recherche de Ludmilla, et Ruslan va arriver au milieu d'un champ de bataille jonché de cadavres où il y a une tête de géant. Et cette tête elle est chantée par un chœur d'hommes, et ce géant c'était le frère de Tchernamor qui a été donc décapité par son frère, mais qui maintenant va pouvoir se venger de lui parce que sous la tête, Ruslan trouvera l'épée qui va lui donner la victoire sur Tchernamor. Bon, faut pas, l'histoire est un petit peu compliquée, mais comment Glinka représente enfin le souffle dans l'orchestre et les voix d'hommes donc qui chantent cette tête de géant, c'est assez impressionnant. On a quelques minutes encore. Et après, on terminera sur un petit morceau exotique, la Lezginka. Костей. Assez bien fait, hein. On voit une tête de géant sur la scène. Et qui est la basse? Ivan Petrov. Dans ses débuts, hein. Magnifique. Alors, pour le côté exotique, il y a la marche de Tchernamor, qui est assez un petit peu donc, caricaturée, divertissante. Elle a été transcrite pour piano par Franz Liszt. Voilà, c'est la version orchestrale. Et alors, il y a eu en Union soviétique un film sur Glinka, compositeur Glinka. Et dans le film, c'est le pianiste Sviatoslav Richter qui joue le rôle de Liszt et qui interprète au piano cette transcription. Oui. Il n'a pas vraiment la tête de Liszt. Richter. Bon, il est pas... Mais enfin, il s'en tire pas mal. Voilà la marche. Et après, on écoute les Lezginka.
Là, on dirait un petit peu les turqueries de la fin du XVIIIe siècle, comme dans les expules de Mozart, c'est une imitation de musique exotique. Et voilà les zgink. Alors là, c'est la première fois qu'on entend ça, une danse caucasienne très, très, très frénétique. Le Caucase, les Russes étaient en train de le conquérir à ce moment-là, c'était bien sûr la porte d'entrée de tout l'exotisme en Russie. Et beaucoup de compositeurs russes, soit ils ont fait des séjours, soit sont fait communiquer des rythmes de danse, des mélodies, en provenance du Caucase. Et là, vous entendrez ceux qui reconnaîtront la gamme orientale qu'on entend aussi souvent chez les tziganes. Avec ça fait kitsch à soi. Là, même pas besoin de faire de théorie musicale, des intonations qu'on entend, des musiques même de provenance du Maghreb, enfin de tout l'univers oriental. Alors, bon, ça, on a eu un peu moins de succès que La vie pour le tsar. Et en plus, peu après, il y a une troupe italienne qui est arrivée en Russie, donc Glinka a un peu écœuré, part en Occident. Mais là, il va quand même faire un bon placement. Berlioz, qui s'est intéressé à lui, écrit un article très élogieux sur lui dans le journal des débats. Berlioz était chroniqueur musical, vraiment il rendait compte de toute la vie musicale de Paris. Et en plus, il a bien placé ses pions parce qu'il avait le projet d'aller en Russie, donc, où il ira 2 ans après, en 1847. Et bien entendu, toute la presse russe va l'accueillir. Voilà le compositeur qui a fait jouer notre Glinka à Paris, parce que Berlioz va organiser 3 concerts à Glinka avec des extraits de ses œuvres. Donc on entendra des airs de La vie pour le tsar, Rouslan et Ludmilla, et puis quelques romances. Donc Glinka a toutes les raisons d'être satisfait. Il est le premier russe joué en France, donc le second plus tard sera Tchaïkovski. Et après ça, il part en Espagne. Il va passer 2 ans en Espagne, étudier le folklore espagnol, et il écrira deux pièces symphoniques, La Jota Aragonaise et Souvenir d'une nuit d'été à Madrid. Puis il revient en Russie et il écrit sa Kamarinskaya, donc grande pièce symphonique sur des variations sur des thèmes populaires russes. Et puis finalement, il est quand même écœuré de ce qui se passe en Russie, que je trouve que la musique russe n'est pas assez soutenue et qu'il y a vraiment trop d'Italiens, d'étrangers en Russie. Et il repart à Berlin pour retravailler avec son vieux maître Siegfried Dehn. Il a comme projet, d'ailleurs, ce qui sera fait par la plupart des compositeurs suivants, unir par les liens légitimes du mariage la fugue occidentale et notre chanson russe. Mais peu avant son départ, il a la visite d'un jeune homme de 18 ans qui lui apporte des variations pour piano qu'il a écrites sur des thèmes de la vie pour le tsar, qui s'appelle Mili Balakirev. Et Glinka, avant de partir, lui enjoint de poursuivre ce que lui a entamé, c'est-à-dire la création d'une grande école russe. Balakirev sera le fondateur, donc le chef du fameux groupe des 5, ce puissant petit groupe.
Alors mes amis, la semaine prochaine, c'est des choses moins connues, mais soyez là parce que vous n'allez pas le regretter. On va entendre la Roussalka de Dargamyshsky avec Fyodor Chalapin dans la scène de la folie du meunier. Croyez-moi que c'était quelque chose, bon. Des extraits du Convive de Pierre, et aussi alors ce compositeur peu connu, Alexander Serov, qui était le père du peintre Valentin Serov, qui est connu pour 3 opéras, Judith, d'après Judith et Holoferne, Rognieda, c'est la Russie à l'époque du prince Vladimir, le passage du paganisme au christianisme, et Vrajya Sila, la puissance ennemie, le pouvoir du mal, c'est la pièce d'Ostrovsky, Ne vis pas comme bon te semble, Nie tak żywie jak хочется, c'est le monde glauquissime des marchands de province. Donc vraiment 3 grands sujets, encore l'orientalisme, la Russie du Moyen-Âge, donc le mise en regard païenne chrétienne, et le réalisme social. Voilà. Donc n'oubliez pas les grands oubliés. Voilà. Ça, le message, c'était ça. Écoutez, merci d'avoir été si nombreux et pour votre attention.